Alors, on va effectivement vous parler alors pas essentiellement d'IA, vous allez voir qu'on va beaucoup vous parler de compétences et de méthodes. On se rend compte que dans les nouvelles pratiques de travail, l'IA est venue apporter une sorte d'extension dans notre façon de travailler et dans nos façons d'apprendre. Donc l'objectif pour nous, c'est de partager avec vous comment on élargit nos façons de travailler dans le domaine du learning. De façon plus générale, je voulais commencer par le why, ce qui nous rassemble ici, c'est avoir de l'impact. Et quand on parle d'impact, c'est arriver à montrer qu'on change l'état des choses, qu'on change l'état des compétences, qu'avant qu'on agisse, il y a une différence avec le fait de pouvoir avoir un impact sur après, quand on a agi. Que la compétence, en fait, elle ait pu bouger. Et en fait, on cherche tous à faire évoluer les compétences et à ce que les gens développent des gestes métiers dans leur travail et réussissent dans ce qu'ils font. Alors, on a, dans la façon de prendre les choses, on va vous partager des innovations et des approches méthodologiques autour de deux axes qui sont les deux gros enjeux du moment. Premier enjeu du moment, c'est, et on le voit parce que les compétences vont vite, les boîtes vont vite, les attentes des clients changent vite, et que quand on a un savoir-faire à transmettre et quand on a des compétences à développer, on se rend compte qu'on a moins de temps pour les transmettre. Et donc il y a un enjeu à faire la captation, la conception, la production d'une autre façon pour pouvoir diminuer le temps entre le moment où on identifie qu'une compétence est utile et le moment où on la transmet vraiment. Et donc la note d'expert, le cadrage, le synopsis, le storyboard, les prods, etc., tout ce temps-là qui est quand même assez long aujourd'hui, des processus très très longs, parfois trop longs, parce qu'au moment où on déploie, on se rend compte que c'est déjà un peu tard et qu'on a besoin de mettre les apprenants en situation de succès. Et le deuxième gros enjeu, c'est faire mieux apprendre et faire réussir. Aujourd'hui, on se rend bien compte que des modules de e-learning en asynchrone, linéaire, avec l'apprenant qui est isolé, des évaluations pour tous, plutôt centrées sur des apports académiques, ont leurs limites. Et on va vous montrer comment l'IA permet d'aller au-delà sur ces deux pans, avec trois dimensions. On va parler d'IA pédagogique. Et l'IA pédagogique, c'est au cœur de trois éléments. L'IA prédictive, c'est l'IA qui est capable de choisir le meilleur chemin pour chacun pour se développer. L'IA générative, qui est capable, vous verrez, de coacher en temps réel et d'inventer les meilleures formulations, les meilleures explications pour que les uns et les autres réussissent, pour les auteurs comme pour les apprenants. Et les sciences cognitives, qui apportent de la valeur partout pour que dans les plateformes, dans les outils, il y ait déjà de la valeur pédagogique pour mettre encore plus de pédagogie dans les solutions. Alors, on va vous le présenter sous 4 angles et on va les illustrer à chaque fois avec des cas concrets. Oui, je pense que ce qu'on avait envie de vous montrer avec Nicolas, c'est que l'IA peut apporter plein de pans à différents moments de la méthodologie et on a envie de vous inspirer pour que vous puissiez sortir de ce salon en vous disant qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter moi dans ma méthode, dans mon entreprise, qu'est-ce que l'IA peut m'apporter. Donc, sous forme de questions, il y a différents pans. On a déjà la captation du savoir et le briefing de l'IA. Quels sont les gestes métiers en tant que concepteur je dois développer? Qu'est-ce que ça change dans mes compétences? On a aussi la partie rédaction des synopsis pédagogiques, des déroulés. Comment est-ce que ça peut me faire gagner du temps? Comment est-ce que j'interagis avec l'IA? Sur la partie, évidemment, production de contenu, création d'activités pédagogiques, quel va être le ping-pong à développer? Quelles vont être les compétences à développer pour bien travailler avec l'IA? Et évidemment, aussi, comment penser l'IA pour réinventer les façons d'engager les apprenants, de les former? Donc, c'est ces différents points qu'on va voir ensemble. Et on vous propose de commencer par le briefing de l'assistant IA. Alors, au démarrage de toute formation, quelle qu'elle soit, il y a ces fameux objectifs pédagogiques. Qu'est-ce que ça change quand on travaille avec l'IA? Alors, évidemment, on va toujours définir des objectifs pédagogiques, mais chaque mot utilisé pour les formaliser va être important et va avoir son importance. Je l'illustre dans cet exemple, sur cet écran. On est dans une formation pour former des hôteliers à gérer l'insatisfaction client dans un hôtel. Et on se donne 2 objectifs pédagogiques. Le premier, identifier rapidement un client insatisfait. On voit que cet objectif pédagogique, il est formulé comme si c'était un geste métier qu'on avait envie d'observer. On veut voir ces hôteliers identifier rapidement un client satisfait. Sur le deuxième, si on avait juste mis gérer un client mécontent, ça peut être pris de plein de manières différentes. L'IA, si on veut qu'elle soit précise et qu'elle nous aide à concevoir des contenus qui soit très pertinent, on va venir lui préciser avec une intention pédagogique forte. Gérer un client mécontent pour transformer une insatisfaction en opportunité, c'est y donner une intention à l'IA qui est plus forte et qui va la rendre plus précise. Donc, l'idée à retenir, c'est de cibler les gestes métiers pour en retenir 1, 2 dans une temporalité cible qui est courte, évidemment, pour ne pas traiter trop de points, et surtout, effectivement, de peser chaque mot et de transformer ce qu'on a envie d'observer, de le formuler comme un comportement observable. Vous verrez que si vous êtes précis,
ça viendra aussi driver tous les coachs IA en matière d'apprentissage. Quand on veut trop en mettre, on fait plus rien. Donc il vaut mieux avoir des petites intentions très très précises avec beaucoup de force et que derrière, l'apprentissage soit centré sur des gestes métiers, des micro-compétences qui vont avoir un impact réel sur le métier. Fort enjeu à être assez précis sur ces sujets. Je pense que c'est important parce que souvent on voit beaucoup de choses et le fait qu'il y ait beaucoup de pluriel entraîne une baisse de performance ou d'impact qu'on va aller chercher. Le deuxième pan qu'on voulait vous montrer, c'est évidemment, une fois qu'on a nos objectifs pédagogiques, c'est à partir de quel contenu on travaille. Une des grandes forces de l'IA, évidemment, c'est de pouvoir aller structurer des contenus qui ne le sont pas. Donc ça va permettre d'élargir la base de connaissances qu'on peut utiliser. Évidemment, des documents, des images, des vidéos, des audios. Et l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être structurés puisque l'IA a cette capacité à synthétiser les éléments. Qu'est-ce que ça permet aussi? Ça permet d'élargir les sources de captation. Aujourd'hui, quand un savoir n'est pas formalisé, eh bien, on peut se dire, ah bah tiens, il va falloir rédiger des notes d'experts, il va falloir y passer du temps pour se mettre d'accord sur quels sont les contenus précis. Là, l'avantage, c'est que l'IA va pouvoir permettre d'élargir aussi la captation. On enregistre simplement sur son smartphone ce que l'expert veut transmettre. On vient donner ses notes en vrac. Et l'IA va avoir la capacité, du coup, à gérer et à analyser l'ensemble de cette documentation source pour aider dans la conception. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Et c'est une des grandes forces de l'IA. En fait, il y a des grandes forces de l'IA générative aujourd'hui, c'est d'avoir la capacité à aller chercher un contenu pertinent dans une masse d'informations très importante, plus que n'importe quel être humain. Donc l'idée, c'est pas de résister à ça, c'est plutôt de s'en servir pour aller beaucoup plus vite. Et que cette démarche d'avoir des notes d'experts très longues, très fournies, avec des ateliers, où on va chercher ce qu'on va utiliser, pas utiliser, est de moins en moins nécessaire, parce qu'en fait, le fait de l'injecter avec des sites, des voix, des captations d'images, de vidéos, va venir apporter une valeur très forte dans le temps pour passer de cette multitude d'informations à quelque chose qui est utile et pratique. Et tu disais, Nicolas, tu l'as pas tout à fait dit, mais c'est vrai que ça demande un lâcher prise. Exactement, un lâcher prise, et ce lâcher prise, en fait, c'est vrai, une compétence qu'on développe aussi pour apprendre à faire avec, qu'on fasse de l'IA un appui. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, il y a un deuxième élément où l'IA apporte beaucoup de valeur qui vient changer quand même le geste métier. Bon, ça fait 20 ans que je suis dans la formation, même plus que 15, tu vois, Yannick, tu m'as rajeuni. Et ça fait très longtemps que dans les organisations avec lesquelles on travaille, on se rend compte qu'on passe énormément de temps à faire des notes d'experts, à faire des synopsis pédagogiques, à faire des storyboards. Et en fait, à essayer d'être très précis dans les intentions de ce qu'on va vouloir donner aux ingénieurs pédagogiques qui vont produire. Il y a un enjeu à demain transformer les méthodes et élargir en faisant des choses un peu différemment, en allant chercher ce que nous on appelle des déroulés pédagogiques. Les contenus que Florence vient de nous montrer, on les injecte, peu importe d'où ils viennent, on les a pas classés. Ce qui est intéressant, c'est que les technologies qui embarquent de l'IA maintenant viennent chercher dans toute cette multitude les éléments qui sont en lien avec vos objectifs pédagogiques, avec votre cible, avec les gestes métiers qu'on veut développer, vont venir chercher en fait des premiers déroulés pédagogiques à très haute valeur ajoutée, et l'idée c'est de s'en emparer. C'est pas de rester neutre par rapport à ça, c'est d'aller chercher encore plus d'intention, c'est de reformuler, supprimer, modifier, le bouger. Alors ce qui est bien, c'est qu'un expert métier va pouvoir avoir une V1 qui est vraiment pédagogique, et quelqu'un qui est ingénieur pédagogique, parmi vous il y en a plein dans la salle, vous allez pouvoir vous emparer de ça. Le temps gagné est très important. On diminue à peu près de 100 fois le temps pour faire alors vous appelez ça synopsis pédagogique sans doute, un storyboard détaillé. Est-ce vraiment nécessaire par rapport à où vont les technologies et les approches de production? Vous allez voir de moins en moins. En revanche, le déroulé, l'ordre dans lequel on fait les choses, le schéma narratif pour embarquer les apprenants est quand même assez fondamental. Donc c'est là où il vous faut avoir de l'intention, modifier, bouger, supprimer, pour vraiment faire quelque chose qui vous ressemble. Vous avez vu cette vidéo, elle dure 1 minute, et en fait en quelques minutes on peut malaxer, organiser les idées pour justement que ça puisse apporter cette valeur. La suite, en fait, c'est une fois qu'on a son déroulé pédagogique, on sait où on veut aller, qu'on a donné le nord aussi avec l'IA, on va pouvoir venir produire nos contenus. Et là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question du rôle qu'on a. Et en fait, le rôle, il est hyper fort parce que l'intention du concepteur initial, elle est hyper forte, mais l'IA va pouvoir l'assister en lui proposant, par exemple, quel va être le prochain thème à aborder dans la formation. Donc, ça peut faire l'analyse de tout ce que vous avez mis avant et vous dire par rapport à votre synopsis, votre déroulé pédagogique, la thématique la plus logique à aborder ensuite, ce sera celle-ci. La force de l'IA aussi, c'est cette fameuse recherche augmentée. C'est-à-dire dans cette base de connaissances qui est très vaste, c'est d'aller chercher les informations précises sur cette thématique et donc du coup de vous préparer entre guillemets des prompts. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est un prompt qui a été
préparé par l'IA et que le concepteur est en train d'ajuster. Donc sur cette thématique, on va parler de ça. Et derrière, vous allez pouvoir aussi choisir le format. Est-ce que je veux générer un texte? Est-ce que je veux générer un sondage? Est-ce que je veux générer une image, etc. Donc c'est vraiment un ping-pong entre l'IA et l'humain, avec des premières générations, des V1, on relie, on réajuste le prompt, on change quelques éléments à la marge. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le grand pouvoir de l'IA, c'est d'aller chercher finalement ces informations dans ces différentes sources de contenu de manière très précise. Et l'idée derrière, en tant que concepteur, c'est de trouver sa place dans la génération des contenus. Et sans doute que certains, vous les ferez par vous-même, sans doute que d'autres, vous les ferez 100% avec de l'IA. Et dans d'autres cas, ça va être un aller-retour et un ping-pong. Et quelles que soient les technologies, là on en montre une, mais quelle que soit la techno, apprendre à jouer au ping-pong avec l'IA est une vraie dimension, un nouveau savoir-faire. De savoir à quel moment je joue, à quel moment je renvoie la balle et à quel moment je mets de l'intensité avec des intentions particulières pour que mon module réussisse. Vous avez vu dans la vidéo que Florence vous a montré, il y a 6 changements. Donc, et l'IA est capable d'aller chercher dans la multitude d'informations les contenus qui sont pertinents à chaque moment pour vous aider après à créer des contenus de qualité. La suite, c'est évidemment les activités pédagogiques. Une fois qu'on a nos contenus, comment est-ce qu'on les anime? Comment est-ce qu'on vient rajouter des questions, des activités pédagogiques? Une des grandes forces de l'IA, c'est de créer des questions sur les contenus pédagogiques et d'en générer plein. Ce qui va être intéressant, c'est le rôle de l'expert, c'est comment est-ce qu'il va prioriser? Quelles vont être les questions les plus importantes pour avoir de l'impact sur le geste métier qu'on cherche à développer? Donc l'IA va générer les contenus, c'est une question, c'est des bonnes réponses, des mauvaises réponses, c'est des explications avancées, c'est long à créer. Donc là, l'IA a cette grande force de pouvoir en créer plein rapidement et à vous de choisir celles qui sont les plus pertinentes. Et une fois que ces questions sont créées, l'autre avantage de l'IA, c'est l'automatisation de la génération des exercices interactifs. C'est-à-dire qu'une question, elle peut être transformée en plein de jeux pédagogiques différents. Et ça, cette forme d'automatisation, ça fait gagner un temps fou. Alors, on peut aimer créer des jeux pédagogiques et c'est important de pouvoir conserver aussi cette envie-là. Mais le fait de démultiplier avec l'IA cette capacité à créer les activités, c'est un point clé et de garder la main pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on veut activer, qu'est-ce qu'on ne veut pas activer. Et ça sera une vraie question à vous poser. Jusqu'où vous voudrez aller? À quel moment vous allez laisser l'IA créer les activités, les sélectionner, les choisir? À quel moment vous voulez en créer? Et l'idée, c'est que cette multitude, cette profondeur va continuer à exister. C'est juste que ça vient étendre vos possibilités pour parfois choisir la bonne méthode dans le bon contexte. Et c'est ça qui va compter dans vos services formation. Parce que derrière l'apprenant, il va vivre quoi? Il va vivre 2 choses. C'est 2 éléments qui sont très attendus en ce moment. Déjà, la personnalisation. Mais ça, vous la connaissez. C'est quelque chose que vous voyez de plus en plus. C'est le fait d'avoir des exercices qui s'adaptent en temps réel aux personnes. C'est le fait d'avoir des activités où l'IA est capable de choisir les bonnes propositions de valeur, de coacher l'apprenant en inventant la bonne explication, contextualisée à la réponse que les personnes a donnée. En fonction de sa réponse, ses hésitations, son niveau, son expertise, en fait, il y a cette capacité en temps réel à inventer la meilleure option possible pour que la personne puisse progresser et se développer à son rythme. Et ça, c'est déterminant parce que faire réussir tout le monde, c'est aussi s'adapter au niveau de chacun, à l'expertise de chacun sur le sujet donné. Si on a un expert qui a besoin de 7 minutes, il a besoin de 7 minutes. Si on a quelqu'un de très débutant qui a besoin de 15 ou 20 pour réussir, il a besoin de 15. On est tous différents. Donc la force, une des forces évidemment des technologies qui embarquent de l'IA, c'est d'aller chercher ça. Le deuxième élément de valeur, et je vais passer sur cet élément parce que vous le connaissez bien, c'est un élément en fait qui nous tient à cœur parce que c'est 60% de l'effort qu'on met cette année dans le développement de toutes nos solutions, que ce soit du service ou de la tech, c'est développer l'entraînement. En fait, on se rend compte que l'acquisition des connaissances est en train d'être un élément qui est indispensable et les neuropédagogies nous l'indiquent. C'est-à-dire qu'en fait, si je m'entraîne sans avoir un socle de connaissances fortes sur un sujet, je ne vais pas m'entraîner pareil et le geste métier, je ne vais pas vraiment le développer. En revanche, on se rend compte que dans nos modules, dans nos formations, il n'y a pas assez de pratique. Et quand je dis qu'il n'y a pas assez de pratique, en fait, pour vraiment transformer les gens, vraiment transformer leurs compétences, il va falloir qu'ils s'entraînent. Et comme beaucoup de clients, beaucoup de personnes ont accès à de l'information, en fait, on a moins de moments synchrones avec les individus et donc le moment où on doit être en succès quand on est face à quelqu'un, face à un client, quand on est vendeur, quand on est face à un collaborateur, quand on est manager, on a envie d'être en succès et de réussir. Entraîner les gens à réussir ces moments qui comptent quand on est dans la vraie vie, c'est fondamental pour demain. Et du coup, c'est à travers l'entraînement qu'on va le faire. Alors c'est un teaser parce qu'en fait, on a commencé à faire des expérimentations avec certains de nos clients. Vous pouvez voir sur le stand, on vous montrera 2-3 éléments. C'est assez important parce que derrière ce qu'il y a quoi? Il y a le fait que dans des gestes métiers, on va projeter l'apprenant dans des situations, alors on aurait dû enlever le son, dans des situations professionnelles réelles, dans lesquelles l'apprenant, avec sa voix,
ou avec son texte, va pouvoir pratiquer. Et il aura un coach qui va le coacher sur la compétence, analyser ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, lui faire 1 coaching, 2 coachings, 3 coachings, jusqu'à ce qu'il y arrive. En fait, par la répétition, un peu comme en sport, vous savez, où un sportif, quand il doit pratiquer un geste métier, on va l'entraîner, l'IA sera capable pour les concepteurs de proposer différents types d'exercices pour développer un geste métier et de mettre les gens en situation pour les coacher vraiment sur de l'entraînement pour que le jour où ils ont à réaliser cette tâche, ils aient pu s'entraîner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois pour être en succès sur leur poste. Et ça, c'est déterminant parce que c'est un élément qui va évidemment changer la chose pour la suite. Alors, créer plus vite et faire réussir tout le monde, ça veut dire aussi, du coup, des extensions, aller plus loin avec l'IA. L'idée, c'est pas de dire que ça remplace vos méthodes. L'idée, c'est de dire surtout que ça les étend. Et en fonction des contextes de vos services, moi je vous invite à regarder dans tout ce que vous faites où l'IA peut avoir un impact par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est plutôt côté production, conception que vous voulez bouger des lignes? Et dans ce cas, allez-y pas à pas, choisissez des outils ou des technos qui vous aident à bouger les lignes pour faire évoluer vos méthodes. Faites pas tout d'un coup. Est-ce que c'est côté apprenant que vous voulez faire bouger des lignes pour proposer de nouvelles expériences d'apprentissage à vos apprenants? Il y a un fort enjeu en ce moment à étendre. On se rend compte que l'étendue des méthodes permettra d'aller plus vite et permettra d'avoir encore plus d'impact pour faire réussir tout le monde, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait de la formation. Donc si vous voulez en savoir plus, on a le stand N30, on sera ravis de vous y recevoir, mais déjà, on va prendre vos questions, il nous reste 7 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet passionnant. Merci, déjà c'est passionnant je crois, on peut les applaudir parce que moi je trouve que c'est quand même tout à fait bluffant ce que vous nous avez montré. Alors je vais faire l'avocat du diable. Parce que j'ai besoin d'avoir un vrai retour, un vrai résumé. Mais c'est tellement extraordinaire. Mais que vont devenir les ingénieurs pédagogiques? Mais est-ce que l'IA ne va pas remplacer les formateurs? C'est quoi la place de ceux qui utilisent l'IA? Parce que je pense que certains encore sont avec cette appréhension. À force d'avoir des outils fantastiques, est-ce que les outils sont là pour remplacer ou derrière, est-ce que c'est au contraire quelque chose qui va permettre de retrouver la vraie place du formateur? En fait, dans tout ce qu'on a montré, on est en permanence dans des interactions homme-machine. On est dans une extension des compétences. On est dans une évolution des compétences. On est dans des changements de gestes métier. Votre métier est en train de changer. Alors on peut résister et faire comme si c'était pas là. La réalité, c'est que c'est là. Et que ça permet de faire des choses pour partie extraordinaires et pour partie sur lesquelles on peut avoir beaucoup plus d'intention. Donc en fait, l'enjeu maintenant, c'est d'identifier où on a envie d'avoir de l'intention, où on a envie de porter des messages, des visions de la formation dans vos organisations qui auront l'impact que vous voulez avoir avec des dimensions culturelles, des dimensions artistiques, des dimensions créatives qui vont rester et des dimensions sur lesquelles en fait ça sert à rien de résister parce qu'en capacité de synthèse, l'IA qui va chercher parmi 100 000, 200 000, 500 000 caractères l'information essentielle autour d'une cible, c'est déterminant. Sauf que la cible, l'IA ne va pas la choisir tout seul. Les intentions, les objectifs, les partis pris, la façon de faire, c'est une appropriation sur lesquelles vous allez continuer, on va continuer à avoir beaucoup d'intentions. Il y a des outils simplement qui nous font gagner du temps, qui permettent de mettre l'énergie sur des choses qui comptent vraiment. Et c'est ça qui change, c'est que vous allez libérer du temps pour faire des choses qui comptent vraiment. Alors, à vous de voir où vous voulez que ça compte vraiment. Et heureusement, il y a beaucoup de possibilités encore dans tout ce qu'on a montré pour faire évoluer ces méthodes, parce que l'espace est très très large. C'est juste qu'une chose est certaine, c'est que ça change en fait. Ça change. Et ne pas vouloir y aller, c'est aussi résister avec quelque chose qui garde les mêmes pains qu'avant. Et on voit bien, je vous invite à aller demain à la conférence sur l'impact de la formation. Il y a 900 personnes qui ont répondu à l'étude ILDI. Passionnant comme retour. Vous allez voir, c'est passionnant de voir à quel point les pains de la formation aujourd'hui peuvent être couverts par justement ces petites évolutions et cette extension de méthodologie, et que l'IA apporte des pistes très intéressantes pour aller beaucoup plus loin sur l'impact de la formation. Avec une chose que je trouve qui est absolument passionnante dans ce que tu as dit, c'est oui, le métier de la formation de manière générale se transforme. Avant, on pensait que former, c'était transmettre. Mais c'est bientôt le métier du passé, la transmission. Le métier du formateur et le métier des organismes de formation, c'est de faire le transfert dans les situations professionnelles. C'est l'impact en termes de montée en compétences et dans cette capacité à faire et à organiser le transfert. Et cette piste que tu viens de nous illustrer sur les activités pédagogiques qui vont permettre de s'entraîner au plus proche des situations réelles, c'est là le cœur de la formation professionnelle. Et ça bouscule tout dans la formation professionnelle, mais aussi dans le monde de l'enseignement supérieur. Parce que
Le savoir, il est partout. Maintenant, comment est-ce qu'on le mobilise? Et là, c'est une magnifique opportunité d'aller réinventer son métier avec tout ce que ça bouscule. L'expert n'est plus celui qui transmet, l'expert est celui qui accompagne et qui organise. Et c'est vrai que des outils comme ça, oui, ça permet de gagner du temps et ça permet à ce moment-là de se poser la vraie question. Ce temps gagné, j'en fais quoi? Est-ce que c'est pour faire plus? C'est pas très intéressant. Est-ce que c'est pour faire mieux en termes d'efficacité pédagogique et pour se repositionner là où on est irremplaçable? Parce que l'IA n'a pas la mission de vous remplacer. L'IA a la mission de vous augmenter. Là, on rentre dans une autre ère absolument passionnante. À vous les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou des remarques? Micro et je l'emmène. Profitez-en, c'est le moment, hein. On est entre nous, entre pairs. C'est le moment d'aller challenger, d'aller exprimer vous aussi votre point de vue, vos pains. Bonjour, la solution de coaching s'appuie sur de l'IA aussi? Oui, alors la solution de coaching s'appuie sur l'IA à plusieurs niveaux, déjà dans la création. C'est-à-dire que l'IA va analyser ce dont on a parlé dans la formation, vous indiquer le geste métier que vous voulez développer, va identifier en fait quel type de mise en situation autour de tout ce qu'on a montré avant pour être pertinente pour développer ce geste métier. Vous allez choisir le type d'exercice que vous voulez, vous allez vous l'approprier, le malaxer, le changer. On va vous proposer des savoir-faire observables qui sont associés à cette micro-compétence. On est vraiment sur des gestes métiers très très précis. L'IA fait une V1 parce qu'on l'a entraîné avec beaucoup de compétences autour à faire ça. Donc en fait ça fait une première version de ce type de valeur. Et côté apprenant, en fait, ça a une force très importante, c'est que nous on est spécialiste en adaptive learning. Donc en fait on a une idée du niveau d'expertise de la personne qui est en train de faire l'exercice, et donc on est capable de le coacher et de l'aider aussi sur une dimension très très spécifique pour voir dans ce qu'il sait et dans ce qu'il sait pas, avoir un coaching qui est avec des postures plus ou moins hautes ou basses. Par exemple, une personne qui est très experte aura besoin d'un coaching qui est plutôt avec une posture basse. Quand elle n'y arrive pas, on va lui poser des questions, on va lui demander de le refaire avec des invitations à faire autrement, mais sous la forme de quelque chose d'assez léger. Quelqu'un qui est très peu expert et assez débutant sur un sujet, le coach IA va plutôt aller chercher des éléments un peu plus pushy, plus précis, pour lui dire quoi faire, pour le mettre en succès. Et faire réussir tout le monde, c'est aussi adapter la posture dans le coaching qu'on va avoir de l'apprenant. C'est extrêmement intéressant dans la pluralité des coachings qu'il peut y avoir grâce à l'IA, côté production et côté apprenant. Notre question? Oui. Oui, déjà, je vous remercie pour cette petite présentation. Je voulais savoir, en termes techniques, quel type d'IA générative vous utilisez? Alors nous, c'est une super question et en ce moment, c'est un vrai gros sujet. On a fait une bascule en fin d'année dernière sur des LLM dans lequel on a maintenant la garantie d'avoir des données qui sont complètement hébergées sur nos propres LLM, qui ne sortent jamais, qui n'alimentent jamais des modèles et sur lesquels on a installé beaucoup de modèles différents. Aujourd'hui, on utilise une dizaine de modèles et sous-modèles qui sont utilisés, beaucoup OpenAI malgré tout, avec la base de connaissances qui a été importée, mais sans jamais, alors c'est pas du tout, vous savez, le ChatGPT qu'on utilise nous à titre individuel, on est dans des contextes d'application, comme on travaille avec 400 entreprises et certains très grands groupes, on a besoin d'apporter des garanties de sécurisation de la donnée, de fiabilité aussi de la donnée, et de non-propagation des données qui sont injectées, parce qu'on a beaucoup de données confidentielles, donc on utilise différents modèles qui sont en réseau, on a tout un réseau de compétences qui sont à l'intérieur de TeachUp. Et en fait, les modèles qui sont utilisés sont à chaque fois les meilleurs modèles pour avoir le meilleur rapport d'efficience qualité-temps-prix. Parce qu'en réalité, on a besoin de beaucoup de modèles différents. Alors, on a installé aussi Mistral. On est en train de développer des alternatives pour essayer d'aller chercher d'autres modèles et aussi nous rendre non dépendants à des modèles qui sont externes. Parce que pour le coup, il y a un fort enjeu de souveraineté à moyen terme et que là, il y a une stratégie à avoir aussi autour de la non-dépendance, qui est un sujet majeur qui évidemment nous préoccupe particulièrement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est allé sur des infrastructures, alors qui sont en Suède et en France, qui sont essentiellement basées sur un certain nombre de modèles qu'on a déjà installés. C'est juste long de les paramétrer, mais ça se fait petit à petit. Merci. Si vous me permettez, j'aurais aussi également une autre question. Effectivement, déjà, les enjeux de souveraineté par rapport à la data, sont des enjeux très importants. Est-ce que vous avez considéré, par exemple, d'implémenter DeepSeek, qui récemment a fait beaucoup de bruit
pas pour le moment. On est hyper attentif à la qualité. Et pour vous donner un ordre d'idée, puisque je pense que c'est un élément important, on a un niveau de créativité dans la technologie qu'on vous a montré qui est très très basse en fait, au sens où on est très proche des contenus de nos clients, on cherche à aller au plus près. Alors il y a quand même 6% de créativité, on est obligé, les modèles de langage sont basés sur des dimensions qui sont très larges et on a besoin de s'appuyer sur ces modèles de langage avec une base de connaissances établie, mais on s'appuie d'abord sur la vôtre. C'est important parce que ce 6% de créativité c'est très peu, l'essentiel est tiré de vos contenus. Et c'est important parce que ça permet d'avoir une densité de contenu qui redonne aussi goût aux gens à utiliser l'IA générative. Si on a quelque chose de très plat à la ChatGPT sur une base de connaissances qui est très plate, je pense qu'on va dégoûter les gens et de former et d'apprendre. Donc très fort enjeu à travailler le dosage de ce qu'on va chercher dans ce type d'IA et de ce qu'on va apporter nous, d'où la nécessité dans Teachup d'avoir des contenus. S'il n'y a pas de contenu, si vous n'apportez pas du contenu, on ne fait pas jouer l'IA générative parce qu'on veut d'abord s'appuyer sur vos intentions. Si vous n'avez pas d'intention, pas d'objectif, pas de cible, pas de contenu, le choix qu'on a fait, c'est la qualité, c'est de pas y aller. Donc en fait, soyez pas surpris. C'est aussi un parti pris très fort, une intention sur les choses qu'on a eu en le faisant comme ça pour avoir une meilleure qualité de sortie. Dernière question avec une réponse courte parce qu'on est obligé de basculer. Merci beaucoup. Vous avez isolé le modèle d'IA générative pour pas être influencé par l'extérieur. Est-ce qu'en interne, vous utilisez les requêtes de différents clients pour améliorer votre modèle? Alors, les requêtes, quand elles sont utilisées pour améliorer les modèles, aujourd'hui, c'est de façon anonymisée et uniquement sur les modèles d'IA prédictive. Donc pas sur les modèles d'IA générative, on a une séparation de la totalité des données. En revanche, sur nos IA prédictives, ça fait 7 ans qu'on développe nos propres IA prédictives. Donc des IA prédictives sont complémentaires aux IA génératives. On est très peu à l'avoir fait parce que ça coûte des millions d'euros d'aller développer ce type d'outils et de méthodologies. Et là, pour le coup, on a des macro-modèles et où effectivement, on a des données anonymisées qui nous permettent en masse de faire des statistiques sur le dernier million de formations anonymisées pour essayer d'optimiser les conseils qu'on va donner dans Teachup et faire en sorte en fait que les concepteurs comme les apprenants bénéficient en fait de tendances aussi sur des façons de fonctionner de façon générale, et c'est essentiellement dû à des sujets du X et du Y pour le produit, pour améliorer l'expérience et faire en sorte que le maximum de personnes y arrivent, parce qu'on se rend compte qu'il y a des points de blocage et dont on peut apprendre pour fonctionner un peu mieux dans les apprentissages de la techno. C'est un peu long, désolé. Merci Beaucoup Nicolas, merci Florence. Merci Annick. Stand de N30 pour en savoir plus.